France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum. Nous sommes le 15 mai. Et qu'est-ce qu'il y a le 15 mai? Bien, c'est la Nakba. Évidemment, c'est la catastrophe pour les Palestiniens. Nous serons en ligne dans un instant avec Sandrine Mansour, qui est une historienne spécialisée dans la Palestine et également elle travaille donc en rapprochement avec l'université de Nantes pour lui poser la question toute simple: qu'est-ce que la Nakba pour les francophones? C'est donc la création de l'État d'Israël en 48. Voilà, on lui posera la question tout à l'heure, elle sera avec nous pour y répondre bien sûr. La question du jour aujourd'hui, donc la France et l'Australie lancent aujourd'hui, ce mercredi donc, l'appel de Christchurch pour lutter contre la diffusion d'images violentes en ligne. Cette mesure suffira-t-elle à éradiquer les contenus terroristes en ligne? Eh bien, nous vous posons la question d'abord sur Facebook, Christophe Le Grand Forum, et sur Twitter, le Grand Forum FM2. N'hésitez pas, vous nous appelez bien entendu pour nous le dire au 01 40 33 9000. Nous serons avec Razik Metish, avec Philippe Bourriachi qui est déjà là, c'est le premier, et Kamal Abina. Et nous serons avec vous évidemment au 01 40 33 9000, sans oublier le zapping et le Libertad spécial Ramadan. Tout cela tranquillement pour vous conduire jusqu'à 18h. Je vous souhaite la bienvenue et une bonne après-midi. Bienvenue à vous sur France Maghreb 2. Quelle chanson! Eh ben oui, c'est un jour particulier, vous le savez, nous sommes le 15 mai, c'est la Nakba de 48, bien sûr. Alors, nous sommes avec Gamal Abina. Comment ça va, mon Gamal? Très bien, et toi? Eh ben impeccable, tu me disais j'adore cette chanson de Fayrouz. Absolument. Philippe Bourriachi, comment ça va, Philippe? Bonjour, ça va très bien, merci Christophe. Bon, alors puisque c'est la Nakba, vous le savez, le 15 mai 1948, nous avons invité Sandrine Mansour, qui est une historienne qui consacre ses travaux sur la Palestine, rattachée à l'université de Nantes. Madame Mansour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Alors la question toute légitime et toute simple pour commencer: que veut dire et signifie la Nakba pour les francophones? La Nakba, c'est la catastrophe, comme on l'a traduit. C'est un mot qui a été créé pour l'occasion par un historien qui était d'origine syrienne et qui s'appelait Constantin Zoreik, pour définir le traumatisme et l'injustice qu'ont vécu les Palestiniens. Alors, vous savez, comme tout traumatisme, il faut trouver un nom. Ça a été la Nakba, mais aussi une date qui est en fait tout à fait restreinte en réalité, puisque le 15 mai 1948, en fait, ça signe le point d'orgue. C'est 2 jours avant, les troupes anglaises se sont retirées de Palestine et ont laissé la place finalement aux milices sionistes pour prendre le terrain, et sans contrepartie de protection pour les Palestiniens, malgré justement normalement une nécessité de le faire compte tenu du contexte. Et en réalité, la Nakba a commencé bien avant le 15 mai 48, c'est-à-dire l'expulsion de la population palestinienne de son territoire, et elle s'est poursuivie bien après mai 1948 malheureusement, et on peut dire aujourd'hui que la Nakba continue sous d'autres formes, mais elle continue réellement. Donc, vous l'avez bien dit, cela signifie la catastrophe pour l'État, pour les Palestiniens, pardon, et non pas ce qui signifie la création de l'État d'Israël. Non, tout à fait. C'est vraiment lié à l'histoire palestinienne. Elle est liée à la volonté d'une population européenne, le mouvement sioniste, qui avait jeté son dévolu sur la Palestine après avoir tenté d'avoir d'autres territoires auprès des grandes puissances de l'époque, qui étaient la France et la Grande-Bretagne. Oui. Mais disons, c'est vraiment le point c'est vraiment la signification de ce traumatisme. Mais Madame Mansour, pardon de vous poser la question ainsi, mais je profite d'avoir une historienne avec nous. Est-ce que finalement ce sont pas l'Europe, et en particulier les Anglais et tous ceux qui ont voté pour créer un État pour par rapport à ce qui s'était passé, parce qu'il y avait une certaine culpabilité après la Seconde Guerre mondiale, ça a été une volonté en tout cas de créer Israël à cet endroit-là précis? Écoutez, c'est pas lié à la culpabilité, parce que le projet sioniste et surtout, comme vous le dites, le soutien franco-anglais, mais surtout britannique à ce projet, il date du début du XXe siècle. Hein. Et le projet, il a été élaboré à la fin du XIXe siècle, donc on était bien avant le génocide qui a eu lieu au moment de la Seconde Guerre mondiale par rapport aux Juifs. Donc ce n'est pas lié à ça. Il y a à un moment donné la construction des États-nations en Europe. On est en plein dans cette période du XIXe siècle, et le mouvement sioniste va se raccrocher à cette
idée d'État-nation dans une période où effectivement les pogroms sévissent en Europe contre les Juifs et où la mise en place des États-nations européens dans les pays européens implique l'exclusion d'un certain nombre de citoyens, dont les Juifs. Et c'est par rapport à ça qu'ils décident de créer, et Herzl, donc qui était Theodor Herzl, qui était un journaliste autrichien, qui a assisté au procès Dreyfus, il imagine la création d'un État-nation pour les Juifs, à l'image de ce qui se passe en Europe, mais pas du tout en Palestine au départ. En fait, l'idée, c'est de trouver un territoire avec une économie de développement possible. On est vraiment sur le modèle post-industriel de développement européen, et au départ, ils vont penser à différents pays. Il y a eu des projets sur l'Argentine, il y a eu des projets sur l'Ouganda, mais ça ne prend pas dans la population juive européenne. En fait, les Juifs européens de l'époque se sentaient d'abord éminemment européens, c'est-à-dire soit allemands, soit roumains, soit polonais, et d'autre part, ils étaient plutôt très engagés dans les mouvements, ce qu'on dirait de gauche aujourd'hui, comme le Bund, qui visaient à défendre leurs droits à l'intérieur de leur territoire, justement à faire en sorte qu'ils soient considérés comme des citoyens égaux. Et donc, c'est en plus, il faut dire que le mouvement créé par Herzl, qui est le mouvement sioniste, c'était un mouvement laïque, donc pas du tout en lien avec une histoire religieuse quelconque, mais c'est parce que son projet n'a pas fonctionné avec les populations juives, qui se laïcisaient d'ailleurs. À ce propos, il y a beaucoup de rapports de l'agence juive de l'époque qui expliquent que comme aujourd'hui, il y avait une perte de pratiques religieuses, qu'il y avait des juifs qui se mariaient avec des non-juifs, qui travaillaient le jour de Shabbat. Toujours est-il qu'ils imaginent après, dans un deuxième temps, la question de la Palestine en utilisant des références religieuses, et qu'ils vont aller faire ce qu'on appelle du lobbying, notamment auprès des Britanniques. Et les Britanniques vont soutenir le projet par antisémitisme d'abord, même si on sait qu'il y a des membres du gouvernement britannique au début du XXe qui vont être sympathisants du mouvement sioniste. En réalité, on le sait, la fameuse déclaration Balfour de 1917, qui était donc ministre des Affaires étrangères britannique, Balfour était un très grand antisémite, et c'était une manière de se débarrasser des Juifs de l'Europe. Et c'est comme ça qu'ils vont promettre, au moment où les grandes puissances sont en train de se partager l'Empire ottoman déliquescent, vont promettre, les Britanniques, la possibilité de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine. C'est ça le début de l'histoire. Ouais. Ce n'est pas au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais parce que j'ai fait exprès de vous la poser la question, Madame Mansour, parce que je rappelle que vous êtes en direct sur France Média 2, historienne. Vos travaux sont principalement consacrés à la Palestine. Vous êtes rattaché à l'université de Nantes. Pourquoi? Parce que ce matin, j'entends à la radio, je sais plus sur quelle radio, enfin si, mais je vais pas le dire, que la Nakba correspond à la création de l'État d'Israël, déjà première erreur, et que deuxième chose, c'était pour comment dirais-je, c'était pour que ceux qui ont vécu la Shoah, les rescapés de la Shoah, puissent avoir un état, une espèce de récompense. Donc voilà, c'était peut-être un peu pour remettre de l'ordre dans l'inexactitude des propos de certains journalistes qui visiblement auraient peut-être besoin d'aller vous voir. Bon, peut-être que Gamal Abina, et je vais saluer d'ailleurs Razik Metiche qui vient de nous rejoindre. Salut mon Razik. Bonjour à tous. Gamal Abina, peut-être une question à notre historienne, parce que c'est la Nakba, nous sommes le 15 mai, c'est le 48e anniversaire de la Nakba. 48e, 68e que dis-je non, c'est le 71e. 71e, voilà. Non, mais j'ai eu un petit doute en le disant. Je vous le dis comme ça. 71e de la Nakba, ce qui correspond à la catastrophe pour les Palestiniens. Alors, Gamal, avant de te laisser poser la question, je vais vous poser la question toute simple, Sandrine. En quoi c'est une catastrophe pour les Palestiniens? C'est une catastrophe d'abord parce qu'ils ont été victimes d'expulsions, de massacres. Ils ont été déplacés, ils ont été après interdits de revenir chez eux, et d'autre part parce qu'ils ont perdu leur territoire. Il faut savoir que le découpage qui a eu lieu par les grandes puissances visait d'abord à ce que les grandes puissances se servent à la fois des ressources dans le cadre de leurs projets industriels et capitalistes, des ressources locales et des main-d'œuvre pas chères, mais avec une promesse qui était faite à chacun des territoires qui allaient être découpés, parfois de manière arbitraire mais découpés, la mise en place d'après d'indépendance, d'autodétermination selon les principes wilsoniens américains. Et le seul peuple qui n'aura malheureusement pas la mise en place de cette promesse qui a été faite oralement aux Palestiniens, ce sont les Palestiniens, puisque c'est une particularité, c'est que les mandats qui sont mis en place par la Société des Nations, qui est donc créée en 1920, et les mandats sont inscrits en 1922. Le seul mandat qui justement exclut totalement
tout droit à sa propre population locale, c'est celui sur la Palestine, puisque c'est la déclaration Balfour qui va y figurer. Donc c'est une catastrophe parce qu'ils perdent leur territoire et en plus de ça, ils sont victimes d'expulsions, de massacres et on voit que jusqu'à aujourd'hui, cette politique continue. Bon, Gamal Abidin, question à Madame Sandrine Mansour, historienne, avec nous sur France Maghreb 2 en ce jour de Nakba. Oui, donc ma question est simple, c'est lié à l'histoire. D'abord, rappeler qu'effectivement, on ne peut pas construire un État avec juste des populations juives minoritaires en Europe. C'est-à-dire que c'est bien les Anglais et les Français qui ont créé Israël, ils n'ont pas Balfour, ils n'ont pas Théodore Herzl ou je ne sais quel banquier. Ça, c'est une chose importante à rappeler parce qu'il y a beaucoup de complotistes qui ont tendance à penser le contraire. Et la question que je vais vous poser, elle est simple, c'est sur la question de ce fameux, de cette volonté de vouloir créer une paix entre les deux États en prétendant revenir, ce que je considère comme étant une usurpation de droit, revenir sur les frontières de 67 qui, je le rappelle, sont les frontières de la défaite et en aucun cas les frontières du droit international du partage de la Palestine de 48. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, en fait, c'est tout le paradoxe de cette histoire-là, c'est que d'ailleurs le plan de partage au début n'est qu'une recommandation. Ça n'a jamais été une obligation. Et bien évidemment, dès le lendemain du vote, il faut rappeler quand même que le vote du plan de partage le 29 novembre 1947 a été obtenu parce que la veille, dans les couloirs, il y a eu des pressions américaines sur un certain nombre de pays qui allaient voter non au départ, et on savait par un premier vote indicatif en interne que ça allait être refusé, ce plan de partage, parce que considéré comme aberrant. Et donc il est obtenu, mais dès le lendemain du vote, on sait que ça va être un échec, l'ONU le sait, et donc demande à une commission de commencer à retravailler sur un autre type de partage ou une autre organisation de la Palestine, et elle va dépêcher un émissaire, d'ailleurs, qui arrivera au mois de juin, le comte Bernadotte, pour retravailler cela. On sait la suite, il n'y a pas eu de forces internationales qui ont été amenées, qui auraient dû logiquement être sur place pour mettre ou ne pas mettre en place ce fameux plan de partage, mais en tout cas pour protéger la population palestinienne au moment du départ des Britanniques, ce qui n'a pas été fait et qui a permis aux milices sionistes de prendre le territoire parce qu'elles étaient déjà armées, entraînées, financées par l'Europe et prêtes à l'attaque pour prendre le territoire de force de toutes les façons. Et c'est ce qui s'est passé. Quand il y a eu la deuxième guerre en 1967, il y a eu à nouveau des expulsions et c'est l'ensemble de ces deux guerres qui font qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est un droit, les frontières dites de 67, alors qu'en réalité ça n'est pas un droit puisque dans le droit international ce n'est pas inscrit. Mais par contre, en 1987, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, représentée par Yasser Arafat, son président de l'époque, a déclaré reconnaître l'État d'Israël dans les frontières dites de 67, c'est-à-dire d'accepter la mise en place d'un État palestinien sur la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est, constituant donc un État palestinien sur 22% de la Palestine historique. C'est-à-dire qu'il est allé au-delà du droit international pour permettre qu'il y ait une paix et une stabilité au Moyen-Orient. Alors on a vu ce que ça a donné, hein. On a vu ce que ça a donné. Et on voit ce que ça a donné jusqu'à aujourd'hui. Ouais. C'est une catastrophe parce que les Israéliens ne veulent pas en fait de plan de paix. Ils veulent la totalité du territoire. C'est aussi importante à mon sens. Gamal. Parce qu'on a tendance à oublier que le droit international, si on parlait de droit quand même, il excluait totalement les pays qui étaient les premiers intéressés, à savoir les pays arabo-musulmans, puisque tous colonisés, ou les trois quarts du moins, qui n'avaient donc pas la possibilité de voter à l'ONU. Je parle de l'Algérie, je parle du Maroc, de la Tunisie, je parle du Moyen-Orient, pour la plupart des pays du Golfe, qui étaient sous colonisation anglaise ou française, et qui n'ont donc pas eu la possibilité de pouvoir contrebalancer ce vote qui a été, et vous l'avez dit tout à l'heure, plus ou moins influencé, pour ne pas dire acheté. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, il faut savoir que les principales personnes concernées, les Palestiniens, n'ont même pas eu le droit pendant des années à être entendus de manière officielle à l'ONU. Et il a fallu l'intelligence et la sagesse des Palestiniens qui, quand même, ont réagi très tôt, d'ailleurs, à l'annonce de la mise en place future éventuelle de ce foyer national en Palestine. Et c'est notamment certaines personnalités politiques qui se sont présentées, qui étaient dans les ambassades à l'ONU, qui étaient soit sur la Syrie, soit sur l'Égypte, soit sur d'autres pays, pour pouvoir être entendus par les émissaires onusiens. Il faudra attendre 1974 et le fameux discours d'Arafat à l'ONU, où il tient à la fois un pistolet dans sa main, un fusil dans la main et un rameau d'olivier, pour que enfin on accepte d'entendre les principaux protagonistes, à savoir le peuple palestinien.
Dernière question posée par Razik Metich. Oui, alors une première remarque, comme vous l'avez laissé entendre, sur le plan de partage de l'ONU, il me semble ce qui est aussi à souligner, c'est qu'en pleine période de la guerre froide et dans l'année 1947 qui a été dite comme l'année terrible par le général de Gaulle, on a un des rares moments dans l'histoire, c'est-à-dire lors de ce vote de résolution de partage de la Palestine, les deux grandes puissances majeures qui sont en pleine opposition, en pleine guerre froide, qui vont voter ensemble le plan de partage. Il me semble que c'est bon à rappeler parce que dans l'opinion publique, on a souvent on prend souvent comme thèse que comme quoi les États-Unis soutiendraient mordicus Israël et que la Russie, l'URSS ferait de contrepoids. C'est absolument faux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, même lorsque l'on rentre dans le détail de la première guerre israélo-palestinienne, l'URSS a été un acteur majeur du conflit palestinien dans la mesure où ils ont ouvert une ligne directe qui partait de Tchécoslovaquie, qui est arrivée en Israël pour ravitailler l'armée israélienne en armes, et qui plus est, ils ont donné une ressource humaine fondamentale qui était la ressource humaine. Ça veut dire que dès 1947, il y a eu des passe-droits pour que les juifs russes puissent réintégrer Israël le plus rapidement possible pour pouvoir prendre part à la guerre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une question. Au cours des années 2000, il y avait eu ce qu'on avait appelé la nouvelle école israélienne d'histoire. Je pense au livre qui avait été ici traduit par Dominique Vidal, qui s'appelait Le péché originel d'Israël, où justement, en prenant appui sur les archives israéliennes, en prenant appui sur les archives de Tzahal, les historiens israéliens au sein même des universités israéliennes remettaient tout à fait en cause les paradigmes de la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire le petit face au faible et le pot de terre contre le pot de fer, en disant que justement le puissant était dès sa création l'État d'Israël. Or, on sait qu'aujourd'hui que la plupart de cette nouvelle école de cette nouvelle école d'historiens israéliens a totalement changé de fusil d'épaule. Qu'en est-il aujourd'hui dans la recherche israélienne et la recherche historique dans les universités israéliennes? En fait, c'est pas une école à t'en parler. Ça a été des travaux en fait. Et le premier qui a travaillé sur cette question de manière totalement différente, c'est Benny Morris, paradoxalement, qui est une personnalité très à droite et qui prône le fait de continuer le travail d'expulsion des Palestiniens. Toujours est-il, c'est qu'il a fait un vrai travail d'historien, c'est-à-dire qu'il est allé dans les archives. Donc ça date du milieu des années 80. C'est un mouvement, ce qu'on a appelé les nouveaux historiens israéliens, qui a été suivi par de nombreux, notamment Ilan Pappé, Shlomo Sand, Avi Shlaim, etc., qui de fait ont complètement contredit la version officielle que tenaient jusqu'à maintenant, jusqu'à cette date-là, les historiens israéliens en général, et qui fait de l'ordre de la propagande. Et effectivement, ces archives racontent ce que par raconter d'ailleurs les Palestiniens, mais comme vous savez, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs, et donc les Palestiniens n'étaient pas entendus. On disait toujours qu'ils n'étaient pas fiables, qu'on ne pouvait pas les respecter, mais par contre on écoutait les Israéliens. Et à partir de ce moment-là, le discours a été entendu, ces livres ont été traduits, comme vous l'avez cité, en France, mais un peu partout. Certains n'ont même pas pu être écrits en Israël parce que, par exemple, quelqu'un comme Ilan Pappé a été menacé en Israël, y compris au sein de son université, pour les travaux qu'il a fait. Donc ces travaux continuent. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, Israël, étant dans une montée de son extrême droite à l'intérieur du gouvernement, a voulu d'ailleurs compliquer l'accès aux archives israéliennes d'État, ce qui fait que aujourd'hui, pour faire des recherches, c'est très compliqué d'avoir accès à ces archives en tant qu'historien, mais il n'en demeure pas moins que ça continue. Il y a des travaux qui sont faits aussi bien en histoire qu'en sociologie, en anthropologie et en archéologie, qui est un enjeu majeur politique aussi également. Et donc ce travail continue. Malheureusement, ça ne suffit pas, puisque vous savez très bien que toute question de ce genre, c'est une question politique, elle doit être réglée d'un niveau politique. Les livres sont présents, par exemple, dans les librairies françaises. Ouais. Il y a de grands spécialistes comme Henri Laurence. C'est pas pour ça que le gouvernement français a reconnu, par exemple, aujourd'hui l'État de Palestine. Donc on voit bien qu'il y a une vraie différence entre la réalité historique et contemporaine telle qu'on l'a, avec des données chiffrées, établies et avec des documents et des photos également, et un discours politique qui est un discours qui parfois calque le discours de propagande de l'État d'Israël, et c'est ça la question aujourd'hui. Sandrine Mansour, dernière question. Est-ce que vous avez participé, signé cet appel à boycotter l'Eurovision à Tel Aviv ce samedi? Vous savez, la question de l'Eurovision, elle est très intéressante parce qu'elle repose la question de la position de l'Europe par rapport à cette question fondamentale. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que les Israéliens, ils voudraient se faire reconnaître comme partie de l'Europe et ils le sont quasiment déjà.
Moi, j'ai même eu l'occasion de trouver des documents du Parlement européen où Israël est mis comme un pays membre de l'Europe, avec marqué Jérusalem comme sa capitale. C'est tout à fait contraire au droit international. Donc, il est évident que, vous savez, le boycott, l'histoire du boycott est une histoire en fait très ancienne chez les Palestiniens. En 1917 a été créé le premier, qu'on avait appelé, ce que les Palestiniens avaient appelé le premier comité islamo-chrétien, qui était donc les prémices des partis politiques palestiniens. Et une de leurs premières armes, entre guillemets, c'était le boycott. Et ils avaient appelé à boycotter les entreprises qui éjectaient la population palestinienne, chrétienne et musulmane d'ailleurs. Hein. Il faut le rappeler, hein, l'expulsion ne concerne pas que des musulmans, elle concerne aussi des chrétiens. Et donc cette histoire de boycott, elle est très ancienne. Et elle a été réactivée en 2005, quand l'autorité palestinienne a demandé à ce qu'il y ait le boycott, parce que aujourd'hui on sait très bien, le rapport de force fait que toute résistance armée est impossible face à l'énorme machine de guerre qui est Israël, et que d'autre part il y avait cette symbolique qu'on a eue au moment de l'Afrique du Sud, et c'était un petit peu pour mobiliser l'ensemble de la planète pour aider et soutenir les Palestiniens dans leur lutte pour leurs droits, dans leur résistance pour leurs droits, pour obtenir enfin leur État de manière indépendante et sécure. Alors c'était vrai, c'est un acte qui est fort, qui est très difficile à tenir aujourd'hui en Europe, parce que vous savez, il y a beaucoup de gouvernements qui montent au créneau pour faire condamner des militants et des gens simples qui soutiennent ce mouvement de boycott de BDS, des investissements et sanctions. Il n'en demeure pas moins, c'est quelque chose qui marche, parce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, c'est non violent, et c'est l'économie qui est touchée, et on sait qu'aujourd'hui... quand on touche au portefeuille, forcément... L'économie, c'est le nerf de la guerre. Eh bah oui, eh bah voilà. Donc vous m'avez pas répondu à ma question, vous avez... participé, vous avez signé l'appel au boycott pour l'Eurovision ou pas? Oui, bien évidemment que je soutiens ces mouvements-là depuis le début. Ça c'est une évidence. Mais de toute façon, je pense que les gens le soutiennent de manière massive. Et c'est vrai que c'est une manière simple et non violente de le faire. Merci beaucoup en tout cas Sandrine Monceau. Je rappelle, vous êtes historienne dont vos travaux se consacrent à la Palestine. Vous êtes également rattachée à l'université de Nantes et vous avez répondu avec beaucoup de clarté à nos questions à l'occasion de ce jour particulier qui est la Nakba, le 71e anniversaire de la Nakba, ce qui correspond à la catastrophe pour les Palestiniens, expliqué en détail, bien détaillé par Sandrine Monceau. Merci beaucoup Sandrine, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. France Maghreb 2, pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.